Imagine que tu es un Canadien qui se réveille tôt demain matin. Tu te prépares pour le boulot, en avalant rapidement un peu de petit-déj en route. Tu allumes CBC pour être au courant de l'actualité mondiale avant de partir. C'est alors que tu l'entends. Donald Trump a décidé de donner suite à ses menaces de faire du Canada le 51e État américain. La tartine tombe par terre pendant qu'Adrienne Arsenault et Rosemary Barton discutent des implications pour le Canada. Trump prendra-t-il la nation par la force militaire? Va-t-il mettre le Canada en difficulté économique? Personne ne sait avec certitude pour le moment. Trump a décidé qu'il était temps pour le Grand Nord blanc de perdre sa souveraineté, c'est un fait connu de tous. Cela vous semble improbable? C'est compréhensible. Il y a quelques semaines, l'idée que le Canada devienne un État américain semblait ridicule. Mais ce n'est plus si ridicule maintenant. Le président élu Donald Trump a affirmé que cela pourrait se produire une fois qu'il accédera à la présidence. Nous sommes donc laissés avec une question. Que se passe-t-il si Trump va jusqu'au bout et tente de revendiquer le Canada pour les États-Unis? Cette vidéo examine les propos de Trump et la possibilité qu'il tente d'annexer le Canada aux États-Unis. Nous examinons les conséquences potentielles, positives et négatives, d'un scénario hypothétique où Trump utiliserait la force pour prendre le contrôle du Canada. Commençons par les propos de Trump. Tout a débuté le 18 décembre 2024. Sur Truth Social, Trump a fait des déclarations intéressantes sur les relations américano-canadiennes. Personne ne peut expliquer pourquoi nous subventionnons le Canada de plus de 100 millions par an, a déclaré Trump sur les réseaux sociaux. Cela n'a aucun sens. De nombreux Canadiens veulent que le Canada devienne le 51e État. Ils économiseraient massivement sur les impôts et la protection militaire. Je pense que c'est une excellente idée de devenir le 51e État. Vous pourriez penser cela en entendant ces commentaires. Trump dit souvent des choses spontanément, ce qui ne veut pas dire qu'il compte utiliser l'armée américaine pour envahir le Canada. Tout cela ressemble à une blague. Pourtant, le 7 janvier 2025, Trump n'était pas prêt à laisser cette prétendue blague en paix. Trump a nié aux journalistes toute intention d'utiliser la force militaire pour annexer le Canada, en réponse à des questions sur ses récents commentaires à ce sujet. Mais une force économique, c'est une autre affaire. Parce que le Canada et les États-Unis, ça serait vraiment quelque chose, a dit Trump. Débarrassez-vous de cette ligne artificielle et regardez le résultat. Ce sera bien mieux pour la sécurité nationale. Trump a continué de dénoncer le fait que les États-Unis dépensent des milliards pour protéger le Canada, malgré un déficit commercial avec ce pays. Comme c'est souvent le cas avec Trump, il semble voir la relation de l'Amérique avec le Grand Nord blanc, en termes purement commerciaux. Il considère le Canada comme un mauvais investissement qui coûte de l'argent aux États-Unis, et est prêt à utiliser la force, probablement économique, pour remédier à la situation. Trump prétend également avoir parlé au Premier ministre canadien sortant Justin Trudeau de la possibilité que le Canada devienne une partie des États-Unis. Trudeau a compliqué davantage la situation en annonçant son intention de démissionner en tant que Premier ministre du Canada une fois que le parti au pouvoir aura choisi un remplaçant adéquat. Parlant de sa conversation avec Trudeau, Trump a dit « Nous perdons 200 milliards de dollars par an et plus pour protéger le Canada. Et j'ai aussi dit cela, comme je l'ai appelé, gouverneur Trudeau. J'ai demandé ce qui se passerait si nous ne les subventionnions pas. » Trump minimise le Canada et son Premier ministre sortant en affirmant que, selon Trudeau, le Canada se dissoudrait, bien que cette citation soit sujette à débat. Pour Trump, le Canada n'est qu'un fardeau pour les États-Unis, qui deviendrait un atout si les États-Unis contrôlaient le pays. Trudeau répond simplement à toutes ces conjectures. Le Premier ministre canadien a affirmé à Jen Psaki, ex-porte-parole de la Maison-Blanche et présentatrice de Inside sur MSNBC, que cela n'arrivera pas. Trudeau a reconnu que Trump se voit comme un négociateur accompli et utilise ses paroles pour déstabiliser les gens. Mais quand il s'agit de faire du Canada le 51e État américain, il n'y a aucune chance que Trump puisse concrétiser sa rhétorique. Trudeau affirme que les Canadiens rejetteraient probablement l'idée même de rejoindre les États-Unis. Selon Trudeau, les Canadiens définissent souvent leur identité nationale en disant qu'ils ne sont pas américains. En bref, il n'y a pas l'ombre d'une chance que le Canada devienne une partie des États-Unis, affirme Trudeau. Mais a-t-il raison? L'histoire révèle certainement des choses sur les États-Unis, est prêt à annexer des territoires, et il a même eu des querelles avec le Canada dans un passé lointain. Les deux nations se sont affrontées pendant une grande partie de la première expansion américaine et tout au long du 19e siècle, selon The Hill. Pendant la Révolution américaine, les États-Unis naissant, les dirigeants ont organisé l'invasion du Québec de août, 1775 à juillet, 1776 impliquant les États-Unis. George Washington ordonne à 1100 soldats de flanquer Québec après la prise de Montréal. Ce fut une mauvaise stratégie. Les soldats ont dû marcher 400 miles à travers des terres frontalières gelées pendant 2 mois. Quand les forces américaines ont atteint Québec, elles avaient perdu près de la moitié de leurs effectifs, à cause des décès et désertions.
Malgré le renforcement des unités américaines, l'invasion a entraîné l'arrivée de soldats britanniques, qui ont repoussé les Américains. En 1812, les États-Unis ont envahi le Canada en raison des tentatives de la Royal Navy britannique d'embarquer de force des soldats américains sur leurs navires. Ce fut une nouvelle guerre désastreuse pour les États-Unis. Comme le dit Matthew Lebo, professeur de sciences politiques à l'université de Western Ontario, le Canada et les États-Unis ont mené une guerre à ce sujet en 1812. Selon lui, cette guerre a réglé tous les différends. Le Canada est une nation souveraine et ne deviendra pas le 51e État. D'autres conflits ont suivi entre les deux nations après la guerre de 1812 notamment, avec l'essor du concept américain de destinée manifeste. Mais les deux sont devenus de solides alliés au XXe siècle, cette alliance étant renforcée par 2 guerres mondiales et les deux devenant membres de l'OTAN. Les États-Unis ont aussi une histoire d'expansion par d'autres moyens dans les Amériques. En 1847, les États-Unis ont acheté 55% de ce qui était alors le Mexique dans le cadre du traité de Guadalupe-Hidalgo, accord qui a été conclu à la suite d'une terrible guerre entre les États-Unis et le Mexique. Même en victoire, l'Amérique était prête à payer l'équivalent actuel de 577 millions de dollars au Mexique pour sécuriser le territoire. Ce traité a permis aux États-Unis de revendiquer les États actuels de l'Utah, du Nouveau-Mexique, du Nevada, de la Californie, du Kansas, du Wyoming, de l'Oklahoma, du Colorado et de l'Arizona. En d'autres termes, les États-Unis sont prêts à acheter des terres après avoir gagné une guerre, un fait que le Canada devrait garder à l'esprit. Trump pourrait tenter de faire une offre au Canada qu'il pense irrésistible. Il y a aussi le plan de guerre rouge à considérer. Conçu en 1930, c'était le plan de l'Amérique pour envahir son allié le Canada, si les deux nations en venaient aux mains. Et c'était détaillé. L'Amérique planifiait une attaque à 3 volets contre le Canada, par voie terrestre et maritime. Un blocus naval de Halifax gênerait les renforts britanniques pour le Canada, pendant que 2 colonnes américaines partant de Detroit et Albany prendraient Toronto et Montréal. D'autres soldats suivraient, prenant enfin Halifax. Les États-Unis ont même sollicité l'aide du célèbre aviateur Charles Lindbergh pour la réalisation du plan. Lindbergh a participé à des missions de reconnaissance secrètes, survolant le Canada pour identifier ses points faibles avant de faire son rapport. N'oubliez pas que les États-Unis et le Canada venèrent de combattre ensemble durant la Première Guerre mondiale, et qu'ils seraient bientôt à nouveau alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous partageons tout cela pour faire un point simple. La mention de Trump de faire du Canada le 51e État américain n'est pas totalement inconnue. Pendant de grandes parties des 18e et 19e siècles, les États-Unis ont essayé de faire cela. Même au XXe siècle, lorsque les États-Unis et le Canada étaient de proches alliés, les Américains planifiaient toujours une éventuelle invasion du Canada en cas de nécessité. Peut-être qu'un équivalent moderne du plan de guerre rouge existe toujours. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais passons à la question suivante de cette vidéo. Que se passe-t-il si Trump décide de prendre le Canada par la force? La réponse peut être divisée en 2 approches, militaire et économique. Trump a affirmé que les États-Unis n'entreront pas en guerre avec le Canada. Mais on ne peut exclure cette possibilité s'il tente de forcer une annexion. Si cela se produit, une victoire américaine claire est probable. Selon Global Firepower, ou Global Firepower qui classe 145 armées chaque année, sur la base d'environ 60 facteurs, les États-Unis ont l'armée la plus puissante du monde. Le Canada est aussi assez fort, mais loin derrière les États-Unis, classé 28e sur la liste de Global Firepower. Où que vous regardiez, les États-Unis sont en tête. Ils disposent d'une main-d'œuvre disponible de 150,4 millions de personnes, contre 16,68 millions pour le Canada, ce qui donne près de 125 millions d'Américains, aptes au service, contre seulement 13,5 millions de Canadiens. Cette disparité de main-d'œuvre se retrouve dans l'armée active de chaque pays, les États-Unis éclipsant le Canada dans ce domaine. L'armée active des États-Unis compte 1,328 millions de personnes, avec 799 500 autres en réserve, contre un Canada qui n'apporte que 68 000 personnes en service actif, 27 000 réservistes et 5 500 forces paramilitaires à la bataille. Ne sous-estimez pas l'importance de cet avantage en termes de main-d'œuvre. Les États-Unis chercheraient à traverser la frontière avec le Canada par voie terrestre à plusieurs endroits, forçant le Canada à être en infériorité numérique sur tout le front de toute guerre directe entre les deux. Les États-Unis devancent largement le Canada en termes d'équipement. Ils disposent de 13 043 avions, contre 351 pour le Canada, ce qui facilite la domination aérienne des États-Unis dans pratiquement chaque lieu qu'ils envahissent. Les États-Unis apportent également 4 640 chars et 391 963 véhicules blindés à la bataille terrestre, dévastant à nouveau les totaux respectifs du Canada de 74 chars et 21 704 véhicules. Peut-être que Trump a raison,
quand il dit que les États-Unis soutiennent militairement le Canada, car cette guerre a tous les ingrédients d'un blanchiment. Le Canada ne peut pas non plus rivaliser sur le plan naval, sa flotte ne comptant que 73 navires, contre 440 pour les États-Unis. Les États-Unis apportent également 11 porte-avions à la guerre. Le Canada n'en a aucun. 66 nouveaux sous-marins, et 81 destroyers puissants capables de couler la majorité de la marine canadienne. Le fait simple est que le Canada perdrait facilement si les États-Unis décidèrent d'envahir avec leur armée. Mais il y a une complication pour Trump s'il emprunte cette voie, l'OTAN. Trump a souvent affirmé qu'il retirerait les États-Unis. Trump menace de quitter l'OTAN si les autres membres n'augmentent pas leurs dépenses militaires. Cependant, les États-Unis et le Canada étant membres de l'Organisation de défense collective, une invasion américaine du Canada entraînerait de sérieuses complications. Qui les 30 autres membres de l'organisation ont-ils soutenu ? Une invasion du Canada déclencherait généralement l'article 5 de la charte de l'organisation, qui stipule que tous les membres de l'OTAN sont tenus de venir en aide directement à tout autre membre qui subit une attaque sur son propre sol. Mais l'article 5 ne tient pas compte d'une attaque provenant d'un autre membre de l'OTAN. Trump pourrait éliminer cette complication en se retirant de l'OTAN, avant d'attaquer le Canada, mais cela signifierait entrer en guerre avec 30 autres pays pour atteindre ses objectifs militaristes dans le Grand Nord blanc, ce qui pourrait causer sa perte. Sans les États-Unis, l'OTAN compte environ 1,5 million de soldats actifs, ce qui lui permettrait de rivaliser avec les États-Unis en termes d'effectifs militaires. La majorité de ces militaires sont déployés en Europe. Partir créerait plus de problèmes, car cela signifierait que l'Europe est vulnérable face aux ambitions territoriales de Vladimir Poutine. Que les États-Unis soient membres de l'OTAN ou non si Trump envahit le Canada, cela posera un gros problème pour eux. Comme l'a souligné The Conversation dans un article du 9 janvier, une invasion américaine du Canada provoquerait une réaction sismique du reste du monde, au-delà de l'OTAN. Les pays du Commonwealth, dont la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, aideraient probablement le Canada avec un soutien économique et logistique. L'opinion publique se retournerait contre les États-Unis d'Amérique. Après tout, si Trump est prêt à envahir l'un des alliés les plus proches de l'Amérique, qu'est-ce qui l'empêcherait de se tourner vers d'autres, soi-disant amis par la suite ? Une invasion américaine du Canada serait une grande victoire de propagande pour la Russie et la Chine. Chaque pays pourrait améliorer sa position en soulignant les ambitions impérialistes de l'Amérique, justifiant leurs propres actions, la Russie en Ukraine et potentiellement la Chine à Taïwan, et influençant d'autres nations à ne plus traiter avec les États-Unis. En bref, une invasion militaire du Canada aurait des conséquences graves pour les États-Unis. Trump affirme préférer utiliser la force économique pour faire du Canada le 51e État américain. Mais à quoi ressemblerait cette prise de contrôle canadienne ? Les tarifs seraient probablement l'atout du futur président américain Trump, si vous me passez le jeu de mots. Il a déjà affirmé qu'il imposerait un tarif de 25% sur le Canada, jusqu'à ce qu'il sécurise sa frontière avec les États-Unis. S'il veut vraiment contrôler le Canada, il peut facilement exercer une pression économique en augmentant les tarifs et en les appliquant à un maximum de produits canadiens. Et ces tarifs créeraient certainement une pression. Le bureau du représentant commercial des États-Unis déclare que les États-Unis ont importé 481,2 milliards de biens et services en provenance du Canada en 2022. Il a exporté 427,7 milliards, créant un déficit commercial de 53,5 milliards. Les tarifs de Trump impacteraient des centaines de milliards de dollars d'exportation canadienne. Bien sûr, ces tarifs nuiraient aux consommateurs américains. Les tarifs sont essentiellement des taxes imposées sur les marchandises importées lorsqu'elles franchissent la frontière vers les États-Unis. Le Canada pourrait répondre en imposant ses propres tarifs tout en haussant le prix des biens qu'il importe. Trump espère que les importateurs américains choisissent des produits fabriqués aux États-Unis ou importent de pays sans tarifs pour augmenter la pression économique sur le Canada. Mais il dispose d'autres outils que les tarifs qu'il pourrait utiliser dans son approche de force économique. Selon Fenosler Hampson, professeur d'affaires internationales à l'université Carleton, les États-Unis pourraient envisager de plafonner le montant qu'ils paient pour l'énergie et les ressources similaires achetées au Canada. Ces plafonds, similaires à ceux imposés par l'Occident sur le pétrole russe, limiteraient les flux de dollars américains vers le Canada, portant atteinte à son économie. Normalement, vous ne faites cela qu'avec un pays avec lequel vous êtes en guerre, ou en conflit majeur, dit Hampson. Cependant, c'est un outil potentiel, et le président a maintenant l'autorité de le faire. Trump pourrait utiliser les règles présidentielles mises en place après l'invasion de l'Ukraine par Poutine pour nuire économiquement au Canada avec ses plafonds. Et ça ferait mal, les États-Unis. Selon l'administration de l'information sur l'énergie des États-Unis, environ 60% des importations américaines de pétrole brut proviennent du Canada, une augmentation de 33% en 10 ans.
Combinez un plafond sur le montant pour les États-Unis, un plafond sur le prix payé par les États-Unis pour le pétrole canadien, combiné à un tarif frontalier, pourrait coûter des milliards de dollars au Canada. Le Canada pourrait réagir en trouvant de nouveaux clients pour ses ressources énergétiques, dont le pétrole brut. Il n'y aura pas de pénurie en Europe, qui cherche de nouveaux fournisseurs pour s'éloigner de l'infrastructure énergétique russe. Le Financial Post indique que d'autres mesures potentielles pourraient inclure l'interdiction pour les entreprises canadiennes de faire des affaires aux États-Unis. Des sièges d'actifs et des sanctions, comme ceux appliqués par les États-Unis à la Russie, pourraient être des options pour Trump, bien qu'il soit peut-être moins efficace qu'il ne le souhaite, sans le soutien de tout l'Occident pour sa tentative d'annexion. Cependant, les sanctions provenant uniquement des États-Unis pourraient nuire gravement à l'économie canadienne, malgré la perspective de contre-mesures économiques similaires du Canada. Mais Trump n'aura peut-être pas besoin d'aller si loin. Comme l'explique Hampson, le flux commercial bilatéral est de presque $1 billion, et c'est l'une des relations commerciales les plus importantes au monde. Les tarifs pourraient être une force économique suffisamment forte pour que le Canada cède aux exigences de Trump. D'ici à ce que cet incendie soit éteint, il pourrait y avoir moins à brûler, ajoute Hampson. L'inconvénient de cette stratégie est que les États-Unis sont loin d'être le seul pays auquel le Canada peut vendre ses produits. Oui, nous subirons un coup, admet Hampson. Mais il existe d'autres marchés dans le monde pour écouler nos produits. La vitesse à laquelle le Canada peut établir de nouvelles relations commerciales face à la pression de l'approche économique musclée de Trump déterminera probablement si les États-Unis peuvent réellement annexer le Canada. Imaginons que Trump, par la force militaire ou la pression économique, réussisse à contraindre le Canada à devenir le 51e État américain. Que se passe-t-il ensuite ? Un changement complet de la culture canadienne suivra probablement. Ces systèmes politiques devraient se transformer, les propres provinces et territoires du pays devenant d'immenses comtés. Trump pourrait aussi diviser son nouvel État selon les frontières provinciales et territoriales actuelles, ajoutant ainsi 13 nouveaux États aux États-Unis au lieu d'un seul. Le Canada devrait faire face à la perte de son système de santé publique et à un changement des lois sur les armes à feu au niveau national. Les Canadiens sont très fiers de ces deux choses, mais elles disparaîtraient à mesure que les systèmes américains s'imposeraient. Un changement culturel complet au Canada déplaira probablement à de nombreux nouveaux sujets de Trump. Malgré les affirmations du futur président américain que de nombreux Canadiens souhaitent que leur pays devienne le 51e État, il semble que la réalité démontre tout le contraire. BuzzFeed, si souvent un site de potins, a apporté un éclairage utile sur l'attitude canadienne face à une prise de contrôle américaine dans un article du 9 janvier où il a couvert les réactions de 24 Canadiens aux commentaires d'annexion de Trump. Selon Aquamizu, le Canada rejetterait l'annexion pour des motifs socio-culturels. « Je suis Canadien », ont-ils dit. « Pas question, je ne veux pas être Américain. Personne que je connais ne veut être Américain. Je ne renonce pas à mes soins de santé gratuits, aux lois strictes sur les armes à feu, ni à mon droit de choisir en tant que femme. » Certains étaient encore plus extrêmes, affirmant que Trump utilise le Canada, le Mexique et le Panama pour détourner le blâme des problèmes potentiels qui pourraient survenir lorsqu'il prendra la présidence. Certains Canadiens croient même que l'élection de Trump représente la première étape des États-Unis vers une société autocratique. Que vous croyez ou non ces commentaires, la plupart des Canadiens semblent ne pas vouloir devenir américains. Le manque de désir pourrait mener à des révoltes et des mouvements révolutionnaires internes si Trump parvient à faire du Grand Nord blanc le 51e État. Mais au moins, les problèmes commerciaux s'évanouiraient. L'élimination de la frontière entre les États-Unis et le Canada signifierait que les États-Unis auraient accès à toutes les ressources canadiennes sans avoir à importer ou exporter, pouvant simplement les utiliser ou les vendre directement. Pour Trump, cela signifierait que les États-Unis récupèrent enfin leur argent pour avoir soi-disant protégé le Canada pendant tant d'années. Le Canada pourrait bénéficier de ce commerce plus facile, bien qu'il soit difficile de prédire l'impact économique réel de l'absorption du pays dans les États-Unis. Alors, que pensez-vous des commentaires de Trump sur l'annexion du Canada ? S'il est sérieux, comment pensez-vous qu'il s'y prendra pour faire du Canada le 51e État américain ? N'hésitez pas à commenter ci-dessous et merci d'avoir regardé cette vidéo.